Alors, je propose de démarrer. Alors, merci de vous joindre au webinaire d'aujourd'hui, dont le titre est Naviguer à travers les changements VMware, comment ShareWeb peut vous aider à optimiser et vous adapter. Alors, au niveau de la logistique, cette séance est enregistrée. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre qui est prévue à cet effet. Et à la fin de la séance, on vous remercie d'avance d'un très court sondage pour nous faire part de vos commentaires et appréciations. Alors, sans plus tarder, je vous propose de démarrer. Alors, c'est aujourd'hui 2 présentateurs, évidemment moi-même, qui est directeur de produits chez ShareWeb, et avec moi, spécialiste de solutions pré-vente chez nous, Noack, qui va également nous parler de certains aspects de la présentation des solutions d'info nuagique que l'on supporte chez ShareWeb. Fait- Ah, bonjour, oui, bonjour Noack. Ça va bien, Oui, Noack? effectivement, juste pour m'introduire un petit peu, Noack Thibault, spécialiste de pré-vente, donc du côté performance class et des produits de continuité. Je suis avec ShareWeb depuis plusieurs années, donc je vais assister Guy avec la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Noack. Puis en même temps, ça nous permet de voir que la technique est au point. Alors, le son est bon. Merci beaucoup. Mhm. Alors, on va présenter ShareWeb rapidement. Évidemment, on pourrait parler de ShareWeb pendant très longtemps, mais pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, on va insister sur 2 aspects, 2 manufacturiers, fournisseurs avec qui nous avons des très fortes relations, Microsoft et maintenant Broadcom. Nous sommes partenaires Microsoft Canada, États-Unis, finalistes au prix du partenaire de l'année essentiellement. Donc, parmi les très grands partenaires les plus estimés de Microsoft en Amérique du Nord. Et nous avons également un certain nombre de spécialisations, et particulièrement pour l'appel d'aujourd'hui, la spécialisation Azure Virtual Desktop, qui est une spécialisation de Microsoft qui porte spécifiquement sur la capacité de fournisseurs, doivent démontrer leur capacité à migrer des clients vers Azure et notamment les solutions de Virtual Desktop d'Azure. Je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Encore une fois, merci de vous joindre aujourd'hui. Alors, mon nom est Guy Sauvé, je suis avec Noack et on vient tout juste de démarrer. Alors, pour ceux qui viennent de s'ajouter, bienvenue. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre prévue à cet effet. Nous sommes également donc fournisseurs de solutions VMware à plusieurs niveaux. On va en reparler un petit peu plus. Donc, on est à la fois ce qu'on appelle un Premier Partner avec VMware. Et également, nous faisons ce qu'on appelle du white labeling. Vous m'excuserez en avance pour les termes anglais, mais parfois on les connaît un petit peu mieux. Donc, on travaille également avec des partenaires qui sont aussi des fournisseurs d'infos nuagiques avec Broadcom, mais qui sont plus petits. Plus petits, ça peut être quand même des relativement gros partenaires. On parle de plusieurs centaines de cores, de cœurs, donc, et même parfois des milliers. Mais l'approche de Broadcom maintenant est de tracer une ligne, dire si vous avez en bas d'un certain montant de core, vous devez travailler à travers des fournisseurs primaires. Donc, ShareWeb est d'un de ces fournisseurs primaires-là. Et on a beaucoup de clients qui achètent leurs droits de licence avec nous. On va parler un petit peu plus en détail, mais le dernier point, nous ne sommes pas revendeurs VMware. Donc, nos solutions VMware sont implantées sur notre cloud. On fait des licences avec d'autres cloud providers, donc des gens qui sont des fournisseurs avec VMware. On ne fait pas de la revente classique, la revente vanille de licences. On avait déjà décidé il y a plusieurs mois de ne plus faire ça. On voulait se concentrer sur l'environnement des clouds et info nuagiques. Et récemment, on va en parler un petit peu, Broadcom a demandé à ses partenaires de choisir. C'était plus notre cas. Nous avions déjà fait le choix d'être du côté info nuagique, mais ceux qui faisaient les deux, il y en a un certain nombre de clients, de gens avec qui on travaille, qui étaient à la fois revendeurs et opéraient de l'info nuagique. Broadcom leur a demandé de faire un choix et ne peuvent plus être les deux ou ne seront plus dans à peu près 2 ans. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de changements, là, comme on va le voir du côté de Broadcom. Donc, on va parler, donc, évidemment, de ce qui s'est passé, mais aussi des événements plus récents, parce que, ce qui s'est passé il y a 1 an, on l'a tous absorbé, là, suite à l'acquisition par Broadcom. On va parler aussi on a beaucoup de prospects, de clients qui explorent toutes sortes de solutions, qui nous parlent de ce qu'ils envisagent face aux changements amenés par Broadcom. Il y a plusieurs scénarios.
On va partager un peu ce que des clients nous ont dit et aussi ce qu'on entend à travers différents médias. Et c'est principalement basé sur ce que des clients nous disent qu'ils vont faire, qu'ils ont l'intention de faire, qu'ils ont déjà fait. Alors, je pense que ça va être un éclairage intéressant pour ceux qui s'interrogent, savoir, OK, bien, Broadcom a changé les règles du jeu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a également deux offres. Donc, notre offre Performance Cloud, qui est une offre VMware multi-client, dont on va parler plus en détail, mais nous sommes également revendeurs Azure. Donc, Azure, qui est un portfolio chez nous qui est en très forte croissance, potentiellement aussi en partie avec tous ces changements-là dans le marché. Azure, présentement, on peut dire relevant dans les voiles. Parler un petit peu de où est-ce que tout ça se situe en termes de route vers le marché, ce qu'on appelle les routes to market. C'est évidemment, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est un petit peu simplifié par rapport à tout le détail qu'on a là. Mais essentiellement, le message ici, c'est qu'il y a deux grandes routes vers le marché que Broadcom utilise. La première route, c'est ce qu'on appelle le reseller, le revendeur. Et c'est potentiellement ce que plusieurs participants l'appellent aujourd'hui sont. Ils sont des revendeurs. La deuxième route, c'est ce que je vais appeler pour le reste de la présentation VCSP ou CSP, c'est le Cloud Service Provider. C'est ce que vous avez du côté droit. Donc, nous, on est dans la boîte bleue, en fait, un fournisseur à titre de Cloud Service Provider. Et ça nous donne également le droit de vendre des droits de licence à une certaine catégorie de clients qui sont également des Cloud Service Providers. Alors, on doit être dans l'un ou dans l'autre. On va en parler un petit peu, mais vous allez voir que pour les petits joueurs, du côté gauche, donc de ce diagramme-là, Broadcom change les règles qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile pour les petits clients et les petits revendeurs de continuer sans que les choses changent. Essentiellement, le minimum, des commandes minimum sont susceptibles de monter. Donc, la commande minimum va augmenter significativement. Ça a presque été annoncé. Broadcom a retiré une annonce dans ce sens-là. On va en parler un petit peu plus. Mais ce qu'on peut, pour simplifier, je dirais qu'on peut anticiper que le marché à gauche, qui est tout le route vers le marché revendeur, avec des petits revendeurs, des petits clients, bien, a fortement intérêt, dans le fond, à regarder la route vers le marché à droite, qui est de se diriger vers un engagement avec des cloud service providers. Pourquoi? Parce que la barre va monter. La barre pour les revendeurs, pour continuer, va monter. Si elle ne l'a pas été, on va voir qu'il y a eu des changements très, très, très récemment. C'est juste une question de temps, à notre avis, avant que Broadcom fasse en sorte que ça devienne plus vraiment viable pour des petits revendeurs et des petits clients de continuer sans changement. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Est-ce que j'ai entendu quelque chose ou? J'étais pour ajouter, Guy, dans le fond, du côté justement Broadcom, au niveau de revendeurs ou de VCSP, parfois, on se fait demander où est-ce que le partenaire ou le client se situe. Est-ce qu'ils sont revendeurs? Est-ce qu'ils sont VCSP? Donc, on sait que Broadcom a envoyé directement une communication aux personnes qui devaient être un ou l'autre. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut vous aider à trouver l'information. Très bon point. En général, je dirais que la majorité des joueurs dans le marché sont des revendeurs, surtout quand on parle des plus petits joueurs. Évidemment, ceux qui sont des cloud service providers le savent et souvent, bien, les revendeurs le sont, puis nécessairement, ils n'ont pas nécessairement pensé que c'est leur qualificatif donné par Broadcom, mais quand on revend, c'est-à-dire que lorsqu'on un fournisseur a ses propres infrastructures et a plusieurs clients sur ces infrastructures-là, typiquement, ils sont des cloud service providers. S'ils vendent des droits de licence à des clients, clients finaux qui, lui, a ses propres systèmes, généralement, ils sont effectivement des revendeurs. Alors, on revient rapidement sur comment tout ça a commencé. Donc, fin 2023, pour ceux qui étaient touchés par ça, 2 jours avant Noël, Broadcom a envoyé une communication à l'effet que les choses allaient changer très, très significativement. Et les choses ont commencé, je dirais, à se mettre en place en début 2024. Donc, pour à peu près tout le monde qui est dans le marché, les choses se sont transformées. La relation avec Broadcom s'est transformée.
Et je dois dire que c'est comme certains grands édifices là, qu'on voit qui bougent un petit peu. Là, quand on construit des édifices, il y en a un à San Francisco, puis il bouge un petit peu, là, il penche un petit peu tout ça, mais c'est un petit peu ça qui se passe présentement avec Broadcom, c'est que le nouveau modèle n'est pas complètement stabilisé et il y a comme ça des changements, il va continuer d'y en avoir. La route ou la destination que Broadcom veut prendre, on croit de notre point de vue qu'elle est consistent, comme on dit, donc la direction stratégique qu'ils ont de travailler avec des plus gros partenaires, on ne croit pas que ça va changer, mais il y a quand même passablement d'ajustements dans la route qui va nous mener à ça. Une chose qui est certaine, ce qu'on vit, nous, c'est que Broadcom cherche à diminuer considérablement le volume de transactions qu'ils ont à traiter. Donc, ils se sont donné des impératifs de coupure de coûts drastiques. Et ça veut dire, comme je mentionnais tantôt, des petits clients qui ont des petites commandes. Ils sont moins, c'est plus exigeant au niveau coût opérationnel pour eux, veulent travailler davantage avec des gros clients qui ont des grosses commandes, des agrégateurs un petit peu comme nous, quand on commande pour nous-mêmes, bien, en fait, on commande pour l'ensemble de nos clients, à quelque part, et c'est des commandes de plusieurs milliers de core, comme on dit. Et ça, c'est un peu le modèle dans lequel on croit que Broadcom veut travailler dans le futur. Donc, des grosses commandes avec des agrégateurs ou des entreprises comme nous qui, dans le fond, commandent au nom de plusieurs centaines, même des milliers de clients qu'on met tout ensemble. Donc, on l'a vu suite à l'acquisition, ben, les changements qui sont apparus, ben, c'est des changements qui ont fait des manchettes. Tout ça date, on le voit là, essentiellement, c'est concentré en 2024, mais on va voir qu'il y a des choses encore plus récentes. Et c'est crédible. C'est-à-dire quand AT&T, par exemple, mentionne publiquement le genre de hausse qu'ils ont, puis qu'on voit à gauche et à droite des partenaires, des intervenants qui disent, ben moi, j'ai 200, 300 bon, effectivement, c'est réaliste. Par contre, c'est pas tout le monde qui a eu des augmentations comme ça. Ça dépendait énormément de l'architecture, puis comment tout était structuré chez chacun. Je dirais que plus l'architecture d'un client correspondait à ce que Broadcom veut pour le futur, moins les augmentations étaient élevées. Et plus l'architecture différait de ce que Broadcom veut pour le futur, bien, plus les augmentations étaient élevées. On va parler un peu plus de voir en termes, un petit peu plus tard, de qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'architecture du futur ou ce vers quoi ils veulent aller. En fait, on le voit déjà, puis on va en parler concrètement dans très peu de temps. Alors, parmi les changements plus récents, on a eu une vague de changements qui nous a touché 2024. Il y a un changement important qui est le nombre minimal de cœurs par commande. Et est-ce qu'il change ou est-ce qu'il ne change pas? Bon, on va revenir sur le sujet dans une minute. Mais avant, bien, vous voyez un certain nombre d'autres changements qui se poursuivent. Et encore une fois, la direction finale, la destination finale, on pense qu'elle est consistante. C'est-à-dire que Broadcom cherche à travailler avec des plus grosses entités. Ça ne veut pas dire qu'au bout de toute la chaîne, il n'y a pas des petits clients, mais les petits clients n'auront pas une route aussi directe avec Broadcom que ce qu'ils avaient au temps où VMware était indépendant. Alors voici ce qui nous a en fait un petit peu forcé à changer la présentation à la dernière minute parce qu'on a eu un petit peu des montagnes russes en ce qui concerne le nombre minimal de cœurs par commande. Je suis persuadé, puis n'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires, vos questions, si c'est le genre de choses qui vous a touché à titre de client. Et non pas à titre de client, évidemment, de ShareUp, parce qu'on n'est pas dans la revente. Ça, c'est vraiment le canal, comme je parlais au début, de revente qui a été touché par ça. Mais ce qui est annoncé il y a environ 2 semaines, c'était que la commande minimale passait de 16 à 72 cœurs. Et on a eu beaucoup d'appels de clients qui cherchaient désespérément, dans le fond, à savoir qu'est-ce qui se passe, sans savoir que nous, on n'était pas revendeurs, on a essayé de les aider au mieux qu'on pouvait, mais si on avait eu les mêmes informations, et peut-être que certains clients se demandaient si c'était leur distributeur qui imposait des nouvelles règles ou non, c'était pas le cas. Ça provenait donc de Broadcom. Broadcom a changé d'avis, je crois, vendredi passé ou en tout cas il y a quelques jours. La réaction, évidemment, a été très forte. Il y a beaucoup de petits clients. 16 cœurs, il y a des clients qui ont ça, qui commandent ça. Si vous passez de 16 à 72, bien, c'est comme multiplié par 4,5, je calcule bien.
Alors, ça veut dire que ça fait exploser la facture. Donc, pour des petits clients, ben, une facture qui multipliée par 4, par 5, c'est significatif. Alors, Broadcom a reculé, a annoncé que finalement, ça n'aurait pas lieu. Est-ce que ça va avoir lieu dans le futur? On n'est pas dans le secret des dieux, mais encore une fois, la direction étant ce qu'elle est, et cette direction-là de Broadcom étant consistante, donc étant constante, on s'attend, on ne serait pas surpris que cette règle-là du 72 core revienne peut-être dans un an, peut-être qu'on a une pause temporaire, mais à notre avis, les clients qui sont dans cette fourchette-là, nombre de cœurs, qui ont peu de cœurs, devraient déjà commencer à regarder des alternatives. De ne pas se faire prendre, parce que la prochaine fois, on risque de ne pas avoir de pause. Et là, ben, souvent, ce qui arrive avec Broadcom, c'est qu'ils donnent des délais relativement courts pour signer. Comme on l'a vu tantôt, il peut y avoir des pénalités pour ne pas être conforme. Effectivement. Puis en même temps, si on pense, si un client, une organisation utilise présentement 16 corps et c'est tout ce qu'ils ont besoin, si éventuellement le requis est de passer à 72, puis c'est des corps qui ne sont pas utilisés ou qui ne sont pas utiles pour le client, c'est vraiment de dépenser un montant d'argent qui est non nécessaire pour le même service. Donc, effectivement, comme Guy a mentionné, peut-être à considérer quelles sont les options, faire partie peut-être d'un partenaire pour avoir un service revendeur ou peut-être même voir à passer vers une autre option, comme par exemple Performance Cloud pour l'hébergement dans le cloud. Exactement, absolument. Comme on dit, on se retrouve à acheter son argent par des fenêtres dans des situations comme ça. On voit vraiment l'intention, encore une fois, de Broadcom, de pousser les petits clients, les petites entités à travailler avec des entités plus grosses. Puis ça tombe bien parce que ShareWeb, pour les clients là, qui sont sur le webinaire aujourd'hui, savent que notre business, c'est ça, c'est de travailler avec des centaines de partenaires qui eux-mêmes ont souvent plusieurs dizaines de clients, quelques clients, plusieurs dizaines de clients, ça varie. Mais en bout de ligne, on se trouve à desservir des milliers de clients. Donc, notre modèle d'affaires est un modèle avec beaucoup, beaucoup de partenaires. Ce qui est l'inverse, au fond, de ce que Broadcom cherche à faire, qui est de travailler avec moins de partenaires. Et ça, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, ou même pour le futur, il se peut qu'ils cherchent à travailler avec des partenaires encore plus gros et moins de partenaires qui sont, je dirais, dans le bas de l'échelle pour eux, dans le nombre de corps. Donc, ça leur permet, comme je mentionnais tantôt, de réduire leurs coûts, d'avoir des relations qui sont plus étroites avec des partenaires comme ça. On va prendre une comparaison avec le Burgernomics, l'indice Big Mac, en fait, pour comprendre un élément de la direction architecturale que Broadcom souhaite prendre. Et typiquement, dans un centre de données, on se retrouve avec 3 grands piliers. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus que ça, mais il y a 3 grands piliers, ce que j'appellerais, puis encore une fois, on va y aller en anglais, compute, SAN et networking. Donc, je vais rester en anglais finalement pour le compute, SAN, networking. Je pense que ça va être plus facile pour moi comme ça. Si vous achetez les 3, bien, ça peut être, c'est plus économique. Alors, c'est un peu comme si vous allez dans un restaurant, vous achetez l'hamburger une place, vous traversez la rue pour une frite à l'autre et le soda un troisième, versus le trio qui est souvent à peu près le même prix que le burger. C'est un peu le même concept. Peut-être qu'ils se sont inspirés de ce qui se passe en restauration rapide, mais le produit qui est vendu par Broadcom, le produit phare qu'on appelle VCF, c'est qui est Cloud Foundation. Le CF pour Cloud Foundation, c'est essentiellement un bundle composé de plusieurs éléments, mais principalement donc du compute, SAN et networking. Quand on pense au SAN, l'allocation qui est incluse dans le bundle, bien, que vous l'utilisiez ou pas, vous la payez quand même parce que vous payez pour le bundle. Vous pouvez acheter le trio, mais vous ne pouvez plus vraiment acheter les autres éléments séparés. Alors, c'est ce qui se passe présentement. Donc, Broadcom veut étendre sa part du gâteau dans les acquisitions au niveau du centre de données. Et évidemment, ce n'est pas strictement commercial. C'est-à-dire, ben là, c'est uniquement pour faire de l'argent. C'est certain qu'il y a un élément commercial derrière ça, mais il y a aussi un élément
de faire en sorte que ce soit plus simple de gérer ces solutions-là qui sont fragmentées présentement. Donc, lorsqu'on regarde les futures versions qui s'en viennent du VMware Cloud Foundation, le VCF, les nouvelles versions qui s'en viennent, l'élément d'intégration entre les piliers est renforcé considérablement, donc simplifier l'expérience pour ceux qui consomment, dans le fond, le trio, faire en sorte que le trio va maintenant avoir une plus grande consolidation, ça va être plus simple comme expérience pour les utilisateurs là, qui ont à configurer ces systèmes-là. Donc, si on retourne, on passe du Big Mac à la technologie, ben, vous avez un petit peu ici la nouvelle structure. Donc, à gauche, les trois piliers que je mentionnais tantôt. Il y a d'autres éléments également. Donc, ARIA, par exemple, qui est une espèce d'outil qui peut servir à toutes sortes de choses, notamment faire ce qu'on appelle du chargeback, donc de facturer ou de sous-facturer des clients, des choses comme ça. On pourrait faire une session juste sur ARIA. Et vous avez, dans le langage Broadcom, des add-on services, donc des services qui ne sont pas dans le bundle, qui sont consommés à l'utilisation, load balancer, des pare-feux, des choses comme ça. Donc, le cœur, encore une fois, fait partie du bundle et on ne peut pas vraiment acheter en débundlant, permettez l'expression, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les options pour des consommateurs de VMware face à tous ces changements-là? Vous avez plusieurs options. Et ça, ces options-là, c'est basé sur ce qu'on entend dans le marché. Donc, véritablement de conversation avec des prospects, des clients, prospects, des gens qui magasinent, entre guillemets, des fois pour des très gros environnements ou pour des très petits environnements. On va commencer par le plus simple, ne rien faire. Et ne rien faire, c'est tout de même la solution qui a été choisie par la majorité, surtout au début. Ne rien faire ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision. On a des hausses de prix, on absorbe des hausses de prix. Pourquoi? Parce qu'on peut décider comme entreprise de dire, ben oui, il y a des hausses de prix, mais je ne veux pas détourner mes ressources pour un des autres scénarios potentiels. On va absorber les hausses de prix. Chose d'ailleurs à noter au niveau des hausses de prix, je mentionnais tantôt que ça touchait tout le monde de manière très différente. Dans notre cas, notre service Performance Cloud est basé sur ce qu'on peut appeler un stack VMware. Nos prix n'ont pas augmenté à travers tout ça. Alors, je pense que ça vous donne un indice sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos coûts, comment on est structuré. Donc, c'est pas vrai que tout le monde a eu des augmentations de 200-300%. Il y en a qui ont eu des augmentations de, mettons, 10%, puis certains qui étaient à peu près au même coût, ce qui était notre cas. Mais chaque cas est extrêmement différent. Un autre exemple, c'est les règles d'arrondi. Lorsqu'on arrondit, comme on mentionnait tantôt, à 72 corps, par exemple, ben, c'est sûr que dépendamment comment vous êtes configuré, ça peut causer une augmentation très importante ou pas importante du tout. Alors, tout le monde est touché d'une manière différente. Justement, en lien avec ça, Guy, on a eu une question qui était par rapport à l'abandon des 72 corps, que c'était pas seulement pour l'Europe. De ce que j'ai eu, je sais personnellement, de ton côté, tu as peut-être la confirmation, c'est vraiment appliqué pour tout le monde, c'est vraiment pas juste pour l'Europe qu'ils ont décidé de retourner vers Très, le très bonne 16 corps. question. Très bonne question. En fait, nous, comme je mentionné au tout début, n'étant pas revendant, on n'a pas nécessairement les notifications officielles de Broadcom. Donc, puis malheureusement, Broadcom, c'est une chose que je leur ai fait part, c'est qu'au niveau communication, c'est certain qu'on souhaiterait, puis tout le monde dans le marché souhaiterait une communication qui publie, dans le fond, des politiques. La question de l'abandon du 72 Core, effectivement, on l'a vu dans des médias européens. On se doute que c'est peut-être parce que l'Europe a pris une attitude beaucoup plus agressive à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de Broadcom. On l'a vu, il y a eu des poursuites devant les tribunaux. Je ne peux pas confirmer quelle est la politique en Amérique du Nord. C'est fort possible, effectivement, en Amérique du Nord, on soit encore à 72 corps. Et si c'est le cas, ben là, à ce moment-là, les hausses que les clients subissent sont potentiellement très élevées et ça devient très intéressant de regarder une des stratégies que je présente à ce moment-ci. Ouais, puis on va parler concrètement comment ça peut se traduire, surtout quand on a des peu de courses. On en a 16, peu importe, 24, des choses comme ça. Performance Cloud devient extrêmement intéressant. On va en parler un petit peu plus en détail. Juste pour brosser le tableau, j'espère que ça répond, mais n'hésitez pas à mettre des questions supplémentaires pour si vous voulez des compléments de réponse.
Une autre chose, pour aller dans les détails de celles qui suivent, mais c'est essentiellement de travailler sur une nouvelle solution technique. Donc, changer d'hyperviseur. Et on va voir que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il y a un certain nombre de petits clients, très petits clients qui ont changé d'hyperviseur. C'est des choses qu'on a entendues. On va aller plus dans les détails sur ça. Et après ça, on va vous parler évidemment des solutions qui sont plus que nous, on peut vous offrir, que ce soit sur Performance Cloud, qui est notre stack VMware, du cloud public, notamment Azure, et tout ça avec le support de nos services professionnels pour la migration. Alors, comme je mentionnais, les hyperviseurs, excusez-moi, je ne suis pas habitué à le dire en français, certains des noms, puis soyez bien à l'aise, je sais que la liste n'est pas exhaustive, vous avez peut-être votre vision de certains produits qui sont également, puis c'est certain, il y a plusieurs autres produits, mais je dirais que ces trois-là reviennent très fréquemment. Proncmox vraiment semble très, très, très populaire pour des très, très petits clients. Mais on a eu des témoignages de gens qui sont allés vers Proxmox, mais c'est vraiment, je dirais, marginal au niveau du type de client. Tout ça, c'est pas des stacks là, qui sont considérables. Nutanix, on sait qu'il y a des clients, incluant au Québec, qui sont intéressés à Nutanix. Là aussi, est-ce qu'un volume important d'applications puis de cœur, comment ça se passe, la migration Nutanix? On n'a pas de clients ou de gens, de prospects qui ont dit, nous, on a un plan réel pour aller à Nutanix, mais c'est certain que c'est une solution qui fait partie, qui est sur le radar d'un certain nombre d'entreprises, d'entités gouvernementales. De manière intéressante, Hyper-V semble aussi avoir une nouvelle vie. On était, nous, fournisseurs, notre première version de Performance Cloud était basée sur Hyper-V. Et il y a plusieurs mois, on a tout amené ça sur Performance Cloud VMware. Certains clients nous en ont parlé, voulaient aller potentiellement vers Hyper-V. Évidemment, c'est leur décision. Ils ont déjà des clouds privés, des choses comme ça. Ils disent, ben nous, on va l'amener, mettons, de VMware Hyper-V. Ce qu'on leur a partagé, c'est notre expérience, c'est que la stabilité de notre stack VMware est considérablement meilleure que ce qu'on avait avec Hyper-V. Donc, nous, on a fait la décision d'aller VMware et on ne regrette pas cette décision-là malgré tout ce qui se passe. Mais on comprend que certains estiment que c'est peut-être aussi une meilleure décision d'affaires pour eux. C'est très correct. Et on a de l'expertise d'ailleurs dans ce domaine-là, puisqu'on a fait justement, dans le sens inverse, mais c'est un peu le même exercice. Donc, une autre solution qu'on sait que certains de nos clients ont utilisée, qui est la consolidation des charges de travail à haut niveau. Ben, si vous payez par core, évidemment, c'est avantageux de réduire le nombre de cores qui sont véritablement utilisés à travers toutes sortes de techniques. Par exemple, mettre hors service des serveurs qui sont, on a traduit ici hérités, je ne sais pas quel était le terme anglais, mais des serveurs qui sont inutilisés, disons. Regrouper des charges de travail similaires, des choses comme ça. Donc, au niveau architecture, il y a des choses à faire potentiellement. Et nous-mêmes, pour notre propre environnement VMware, et certains de nos clients l'ont fait. On a vu les résultats, ça fonctionne. Évidemment, ça ne fait pas de miracle, mais ça peut quand même être suffisant pour réduire la facture ultimement de nombre de cœurs, là, qui est la base de facturation, si on veut maintenant, de Broadcom. Maintenant, on parlait un peu de deux solutions info nuagique cloud que l'on propose également parmi les alternatives auxquelles que vous pouvez utiliser. Le cloud en général, évidemment, je pense que tout le monde connaît le pourquoi du cloud, des économies opérationnelles et surtout des économies de capital. Commentaire qu'on a vu récemment, c'est le retour vers du on-prem. Et effectivement, il y a des clients qui sont retournés, qui ont ramené des workloads du cloud, les ont ramenés dans un environnement on-prem. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, si on veut, le cloud est en croissance et comme les chiffres sont publics pour plusieurs fournisseurs, on le voit et la croissance reste très forte dans le cloud. Donc, évidemment, il y a du trafic dans les deux directions, mais je dirais qu'il y en a pas mal plus vers le cloud qu'en sortie du cloud. Maintenant, on est conscient que surtout dans la base de clients avec qui on travaille, sur des managed service providers,
Parfois, on en a des très gros, on en a aussi des très petits, mais il y a certains aspects du cloud public qui préoccupent nos clients. Et conséquemment, notre offre Performance Cloud a été adaptée pour faire face à ces préoccupations-là, notamment la préoccupation des coûts imprévisibles. Lorsqu'on s'en va dans le cloud public, il y a certains éléments de facturation qui sont relativement imprévisibles. Certains de nos fournisseurs, nos clients, c'est-à-dire, sont extrêmement confortables avec ça, mais il y en a d'autres qui veulent éviter ça. Alors, Performance Cloud, on voit souvent une facture qui est stable, des mois après mois, jusqu'à ce que le client décide de croître un peu, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de fluctuation comme on voit, par exemple, dans les factures Azure, qui sont justement qu'un élément variable, ou mettons un mois qui est plus court que l'autre, les facturations ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, ça engage un coût au niveau de la facturation pour traiter ces données-là de la part du client. Encore une fois, certains sont très confortables avec ça, d'autres moins. Alors, vous avez les deux. Vous avez les deux, puis même, je dirais même Azure a un 2A puis un 2B. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, on va commencer par Performance Cloud, puis je vais un petit peu lancer, Noah, que tu pourras évidemment ajouter, mais je vais lancer un petit peu la conversation avec, en fait, on a déjà parlé de prévisibilité des coûts, mais j'aimerais peut-être, Noah, si tu peux nous en dire plus sur cet élément-là ou tout autre élément que tu as vu dans ton expérience qui est qu'est-ce que les clients aiment de Performance Cloud? Mhm. Donc, c'est sûr que les différences, comme on parlait un petit peu auparavant, on a beaucoup de clients qui peuvent avoir des services on-prem ou Azure. Puisque c'est le service qu'ils sont habitués, disons le on-prem, ils ont toujours eu le service comme ça, sont habitués de gérer leur machine, leur environnement, puis éventuellement, euh, avec les dernières années, on s'est rendu compte que ça devient peut-être un petit peu plus dur à gérer si on a beaucoup plus de clients ou beaucoup plus d'utilisateurs qui doivent avoir accès à la plateforme en même temps. Ça ajoute beaucoup de coûts au niveau des ressources, des systèmes d'opération, toutes les licences qui doivent être achetées. Donc, de ce côté-là, souvent, on va se pencher en regardant, bon, c'est quoi les produits dans le cloud qui me sont disponibles. Quand on pense à Azure, évidemment, en pensant à Microsoft, c'est un des plus gros joueurs. On pourrait aussi penser à Amazon. Mais du côté Azure, par exemple, c'est toujours dépendant du type de service que vous choisissez. Donc, si c'est une petite machine virtuelle, les frais sont quand même peu élevés. Ça peut être intéressant, mais dès qu'on commence à faire de l'utilisation plus élevée ou on a besoin de rajouter des machines, ça devient un petit peu complexe parfois à estimer les coûts à cause des coûts de bande passante. Est-ce qu'on a besoin de faire des sauvegardes, etc. Donc, de ce côté-là, Performance Cloud donne une vraiment meilleure vision sur les coûts mensuels pour un client. Parce que si on a un budget qu'on doit respecter le plus possible, on ne peut pas se permettre d'avoir des services qui varient à tous les mois ou d'avoir une surprise selon l'utilisation qui a été faite. Donc, Performance Cloud offre un coût fixe. Nous, on peut vous aider aussi à faire des estimations sur les services qui sont en place présentement, vous dire approximativement quels seraient les coûts. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, si l'infrastructure du client, donc si, disons, il y a présentement 5 machines virtuelles, doit augmenter à 5 ou doit descendre à 2, vous êtes en mesure de le faire sans aucun problème. Vous pouvez rajouter et retirer des ressources en tout temps sans avoir à vous préoccuper vraiment de quels seront les coûts extra parce que vous savez c'est quoi la proration et c'est quoi les coûts fixes de chacun de ces ressources-là. Donc, principalement, ce sont les exemples qu'on a très souvent, c'est si c'est des petites organisations ou même des très larges organisations qui ont des services on-premise, qui ne veulent plus avoir à maintenir toutes ces machines-là, les mettre à jour, etc. Ils peuvent faire une migration vers notre cloud Performance Cloud, où est-ce qu'on peut aussi offrir des services additionnels, comme j'ai mentionné, par exemple, pour les services gérés qui peuvent aider à mettre à jour les machines pour vous sauver du temps et permettre à votre client d'être fonctionnel sans avoir à se soucier de tous ces ajouts-là ou des ressources supplémentaires, des coûts que cela peut apporter avec les modifications ou les services qui sont nécessaires pour eux. Là. Parfait, excellent. Merci. Je pense que ça éclaire beaucoup. Puis, j'aimerais ajouter aussi que Performance Cloud étant une solution VMware, penser de VMware à VMware, c'est extrêmement facile.
Donc, la migration des VM d'un environnement VMware extrêmement facile. De quelque chose qui n'est pas VMware à VMware, ça se fait aussi généralement très bien. Mais VMware, c'est, on a eu, nous, en Europe, un transfert de centre de données qui nous avait été imposé par notre fournisseur à l'époque, en Angleterre. Et j'ai assisté à ces migrations-là, d'un centre de données à l'autre. Et c'était extrêmement clinique, là, comme, je dirais, comme processus. On démarrait, on attendait un peu, la VM était remontée de l'autre côté, on faisait quelques vérifications, ça se terminait. On a fait ça pour plusieurs dizaines de VM et ça s'est passé, il y a zéro glitch. C'est sûr que certaines applications, quand on parle de Hyper-V à VMware, là, il y a un petit peu plus de travail potentiellement. Il y a des outils pour faire ça, mais il y a également parfois des applications qui ne seront pas aussi. Il y aura du travail à faire vers la destination, mais tout ça se fait quand même assez bien. Et encore une fois, comme tu mentionnais, là, les services professionnels chez nous qui aident à faire ça. Alors, d'abord, on veut également aussi mentionner que c'est une solution québécoise. Alors oui, on a des centres de données aux États-Unis, oui, on en a en Europe, mais c'est une solution québécoise. Donc, vos données sont au Québec, restent au Québec. Vous encouragez une entreprise québécoise. Et alors, dans l'environnement qu'on connaît présentement, certains clients sont attentifs à cet aspect-là, mais il n'y a pas de compromis au niveau de, c'est pas un cloud québécois cheap, dans le sens où c'est fait avec des composantes qui sont peut-être moins, non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de compromis sur la qualité de cet environnement-là, sur sa gestion, sur le hardware, le software qui le constitue. Et nous sommes certifiés PCI, ISO et SOC 2. Le centre de données dans lequel on est, celui à Montréal, est probablement le numéro 1 à Montréal en termes de sécurité, de dualité de pouvoir, tous ces aspects-là qui sont extrêmement importants. Alors, c'est la solution québécoise sans compromis sur la qualité. Je ne sais pas, Noack, si tu as peut-être un aspect que tu voudrais ajouter. Oui, ça, effectivement, les centres de données sont tiers 3, donc c'est très sécuritaire. Donc, même de nos côtés, du côté de ShareWeb, comme nos services Performance Cloud, c'est vraiment un service d'infrastructure. Donc, nous, de notre côté, on va s'assurer de maintenir tout ce qui est infrastructure. Ce qui est à l'intérieur des machines virtuelles reste la responsabilité du client ou du partenaire. Mais au niveau des centres de données, même de notre côté, c'est pas possible pour un employé de ShareWeb de se présenter à ce centre de données-là et espérer rentrer. C'est vraiment, ça prend des biometrics pour rentrer, ça prend un rendez-vous, ça prend plusieurs étapes claires et même peut-être même des mois d'avance à confirmer la présence d'un technicien, d'un NoSysAdmin sur place pour faire des modifications, des changements. Donc, côté sécurité, c'est extrême. C'est une des choses qu'on veut s'assurer qui est en place pour nos clients. Puis, du fait effectivement que c'est une solution qui est québécoise, nos deux sites de données, comme mentionné ici, Guy, on en a un à Montréal et un à la ville de Québec. Donc, on s'assure que nos données de clients restent au Québec. Sinon, on s'assure d'avoir des options tierces, comme on va parler un petit peu plus tard, par exemple, d'un service tel que Wasabi qui offre un service au Canada. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos clients aient la possibilité de respecter l'engagement qu'ils ont avec leurs clients, avec les lois aussi, telles que suivent les lois 25, et de s'assurer que leurs données restent au Québec et au Canada. Excellent. Alors, je pense qu'on a couvert plusieurs des points, effectivement. C'est un peu résumé ici de ce qu'on fait. Je veux juste ajouter un élément sur ce que tu viens de dire, qui est le NOC, le service NOC. Donc, le service NOC fait quoi? Comme on mentionnait, ce qui est dans la VM, c'est la responsabilité du client. Donc, vous avez des applications, un OS, des choses comme ça. Mais si vous désirez, par exemple, compléter le service avec du patching d'OS, incluant des services Windows comme IIS, par exemple, des choses comme ça. C'est un service également qu'on offre. Donc, ça vous libère potentiellement de tout ce qui est des tâches opérationnelles dont la valeur ajoutée à titre de client chez nous. Vous voulez probablement vous concentrer sur d'autres choses comme travailler avec des clients, développer de nouvelles solutions, des nouveaux projets. Donc, vous pouvez complètement vous libérer du volet opérationnel.
Un mot sur, en fait, tout ça, ça repose sur quoi? C'est la technologie vCloud Director de Broadcom. Je vais te laisser, Noah, en parler un petit peu. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, du côté de Performance Cloud, quand vous ajoutez des ressources dans notre panneau de facturation qui est Cumulus, automatiquement, ces ressources-là, disons que ça serait 10 cœurs, 20 gigs de RAM et 1 terabyte d'espace, par exemple. Ces ressources-là vont être disponibles dans l'interface de VMware Cloud Director. Donc, à ce moment-là, ce sont des ressources qui sont regroupées. Et c'est à vous vraiment de décider comment vous voulez les assigner aux machines virtuelles. Donc, vous pouvez créer vos machines virtuelles, vous pouvez importer des images, vous pouvez créer des catalogues pour les produits que vous installez souvent, par exemple. Il est possible d'importer, comme on disait tantôt, des images ou des NVA. Vous pouvez créer à peu près n'importe quoi comme type d'application dans vos machines virtuelles. De notre côté, les seules choses qui ne sont pas supportées présentement, c'est les applicatifs qui ont besoin d'un GPU. C'est pas un service que nous offrons en ce moment. Mais à partir du panneau, vous pouvez gérer vos machines virtuelles, gérer votre réseau, créer vos VPN. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand même le portail, c'est de base inclus. Vous avez des services de sauvegarde qui sont avec Veeam, ce que vous pouvez gérer vous-même également. Donc, vous avez accès à créer vos jobs de backup. Vous pouvez choisir combien vous en voulez, la rétention, etc. Tout est à votre disposition à partir du portail. Vous pouvez même démarrer les machines virtuelles dans une page web. Vous pouvez faire une connexion RDP. Vous pouvez créer un service RDS. Donc, vraiment, toutes les options qui sont en place pour vous donner la possibilité d'être 100% indépendant à gérer votre client ou vos clients, même votre propre infrastructure. Et si jamais, lorsque vous faites une configuration dans le panneau de vCloud Director, vous n'êtes pas certain exactement où aller, comment faire, on a plein d'aides, d'articles sur notre site de soutien. Et notre soutien est là aussi 24/7 pour vous aider, pour s'assurer que vous soyez, comme on dit, up and running le plus vite possible, sans aucun souci. Puis, si jamais il y a quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de faire, disons que vous aimeriez avoir un produit tel que RDS, à ce moment-là, on pourrait en faire peut-être une petite validation avec notre service d'équipe professionnelle pour vous assister à faire cette configuration-là. Exactement. Puis j'en profite d'ailleurs sur le sujet d'RDS. On est revendeur SPLA dans le langage de Microsoft. Donc, nous fournissons également des licences, notamment RDS, SQL, des OS, ces choses-là. Donc, on est pleinement en mesure de revendre ces licences-là aussi pour faire, dans le fond, une solution qui soit complète. Ici, Guy, on voit aussi que dans le chat, on a eu une réponse plutôt par rapport au size score, ses revenus mondiaux. Donc, effectivement, c'est vraiment pas juste en Europe, mais c'est probablement l'Europe qui a effectivement démarré le retour par en arrière. Oui, effectivement, ça se peut. Puis, encore une fois, chacun doit déterminer des risques qu'ils veulent prendre. Est-ce qu'on peut compter sur cette politique-là pour être encore en place dans 1 an, 2 ans? On ne le sait pas. On n'est pas dans le secret des dieux. D'où l'idée de commencer déjà à penser, encore une fois, des solutions comme Performance Cloud, premièrement, sont des solutions où on n'est pas à 72, on n'a pas ce genre de minimum-là. On a beaucoup de clients qui sont quand même petits. Là, c'est une business qui est basée sur une grande quantité de clients qui souvent sont assez petits, mais au total fait un assez gros ensemble. La migration est facile, sans glitch. Et comme on le montre ici, on a également une équipe de services professionnels il y a beaucoup de formations VMware chez nous. Donc, on est pleinement en mesure d'aider à plusieurs niveaux les clients qui souhaiteraient aller vers Performance Cloud. Oui, et au niveau des services professionnels, si tu veux que je rajoute, Guy, Oui. ça peut s'étaler sur plusieurs choses. Donc, comme on disait, la création des organisations, on peut aider avec ça. Que ce soit même juste pour un produit. Donc, si vous êtes à l'aise à créer tout votre environnement et votre réseautique, mais vous n'êtes pas sûr, comme on dit encore une fois, pour RDS, vous n'êtes pas sûr que notre équipe professionnelle peut faire ça pour vous et vous aider avec la migration. Donc, migration, comme on a dit, que ça peut être Hyper-V, ça peut être VMware. Donc, si jamais
par exemple, on a certaines méthodes qui ne fonctionneraient pas. On a d'autres options, ça peut être un Veeam Backup Replication ou un Veeam Backup Restore, excusez pour les anglicismes, mais à ce niveau-là, on essaie de mettre toutes les options possibles de notre côté pour vous aider à faire une migration le plus rapidement possible. Effectivement. On va parler rapidement, parler de Wasabi. On l'a mentionné rapidement tantôt. On a commencé une relation avec Wasabi il y a plusieurs années et on était à cette époque-là, et je pense qu'on est encore leur plus gros client. Donc, Wasabi, c'est quoi? C'est une entreprise américaine établie au Canada qui se spécialise dans la vente du object storage, stockage d'objets, à des prix qui sont une fraction des solutions alternatives sur le marché. Le centre de données avec lequel on fait affaire, on peut faire affaire avec, au fond, stocker les données n'importe où dans le monde. Pour nos clients canadiens, généralement, les clients désirent que ce soit fait dans leur centre à Toronto. Alors, les données restent au Canada. C'est un service, en fait, lorsqu'on fait du backup, on le garde au Québec, mais certains clients veulent des solutions, on pourrait appeler ça multi-tier. Donc, la capacité de dire, moi, j'ai besoin de stocker mes données pendant, disons, 7 ans pour des raisons, par exemple, réglementation financière. Alors là, on va établir avec eux une solution multi-couche, multi-tier, où le storage à long terme va aller du côté de Wasabi, qui a une infrastructure qui est extrêmement efficiente pour ça. Certains de nos clients aussi sont déjà avec Wasabi à travers peut-être d'autres fournisseurs ou directement avec Wasabi. Les transferts de d'autres fournisseurs à nous sont maintenant supportés, c'est nouveau. Alors, si vous voulez revoir vos frais Wasabi sans transfert de données, tout ça, c'est strictement un transfert commercial vers nous. N'hésitez pas à nous contacter et on pourra voir si les prix pourraient être plus avantageux. Et si vous êtes directement avec Wasabi, les transferts vont être supportés. On s'attend à ce que d'ici quelques semaines, on soit en mesure de vous transférer. Encore une fois, c'est un transfert commercial. Vos données ne changent pas de place. Il n'y a pas d'outage, des choses comme ça. C'est purement commercial. Et ça vous permet au moins de voir s'il y a une possibilité d'avoir des meilleurs prix. Et les clients qui nous amènent leur business Wasabi, ça compte sur leur escompte de partenaires. Donc, ceux qui sont avec nous savent qu'on a des escomptes partenaires. Ces escomptes-là peuvent aller jusqu'à 20 et votre consommation Wasabi devient éligible à cet escompte-là. Alors, ça peut devenir très avantageux. Mm-hmm. Alors, on va parler rapidement d'Azure parce que je vois le temps passer. On a encore, il me semble, gardé peut-être un petit peu de temps vers la toute fin concernant, pour les gens qui auraient des questions encore. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais allons-y rapidement avec Azure. Donc, j'en ai parlé au tout début, l'adoption d'Azure présentement, le service a le vent dans les voiles pour nous et Azure en général pour Microsoft. Donc, il y a beaucoup d'activités du côté d'Azure. Il y a vraiment deux saveurs quand on parle de VMware qui sont pertinentes pour ce qui concerne Azure. La première saveur, c'est ce qui s'appelle le Azure VMware Solution, le AVS. C'est essentiellement une solution VMware à l'intérieur d'Azure. Donc, vous êtes sur VMware, les investissements que vous avez faits sur VMware, la stabilité de vos applications, votre personnel, etc., restent dans un environnement VMware. Je ne crois pas que ce soit nécessairement d'intérêt pour les gens sur l'appel aujourd'hui parce que on parle de montants d'argent qui sont quand même par mois, à peu près 15 000 par mois. Si c'est dans le genre de budget que vous avez, vous pouvez nous contacter, évidemment, puis on pourra regarder de manière plus détaillée qu'est-ce que ça pourrait comporter. Si vous dites, nous sommes déjà dans ce genre de budget-là et aller vers, dans le fond, le parapluie Azure, mais rester, dans le fond, dans un écosystème VMware pourrait vous intéresser. On assume qu'en général, pour la majorité de nos partenaires, c'est le genre de dépenses où ils ne sont pas. Mais si vous l'êtes et c'est potentiellement intéressant pour vous, bien évidemment, on peut vous aider là-dedans. Non, la majorité, par contre, étant à des niveaux de dépenses plus bas, vont regarder des solutions Azure natives. Et vous connaissez sans doute ce que ça comporte, tout ce qui est Azure en termes de sécurité, en termes d'intégration avec les services Microsoft. Il y a beaucoup d'avantages à considérer une migration Azure native. Quand je parlais plutôt des partenaires qui regardent des scénarios, définitivement des partenaires qui regardent vers Azure, on en connaît. Il y en a.
et qui sont à des stades, je dirais, relativement avancés de planification. Parfois, ça peut être une portion de leur workload. C'est rarement la totalité de leur workload, mais au moins certains de leur workload vers Azure. C'est une réalité qu'on voit dans le marché. Donc, vous seriez pas les seuls à regarder ce scénario-là. Mais évidemment, aller vers du natif Azure, ça comporte des défis. C'est pour ça que AVS, dont je parlais tantôt, est intéressant comme étant un premier pas pour certains. Dire, on va rester dans nos connaissances VMware et potentiellement plus tard aller natif Azure ou carrément faire le saut. Mais là, il y a des enjeux évidemment de compétences, des coûts, le modèle de coût est différent et évidemment, on peut vous aider là-dedans. Le processus lui-même de migration, c'est un processus, lorsqu'on est impliqué avec notre équipe de services professionnels, c'est un processus qui est systématique avec plusieurs étapes, notamment l'étape du milieu qui sont des tests pilotes. Donc, de tester vos applications, de valider leur stabilité. Mais c'est un processus en plusieurs étapes qui vont de l'évaluation, planification, pilote, l'exécution de la migration, l'optimisation des coûts. C'est une chose à laquelle notre équipe de services pro est familière. Ça peut vous aider là-dedans. Donc, on peut vous aider donc de plusieurs manières, en termes de migration, en termes de soutien, formation, etc. C'est quelque chose, si vous êtes intéressé, on peut vous conseiller également sur la meilleure destination, que ce soit Performance Cloud, Azure, AVS, évidemment, si vous jouez dans ce genre de budget-là, des choses avec lesquelles on peut vous aider. Et dernier mot sur notre équipe de services professionnels. On a des gens évidemment certifiés VMware, on en a du côté Azure et autres. On a d'autres aussi du côté sécurité. On a des qui sont peut-être moins pertinents de la présentation d'aujourd'hui, mais sachez qu'on a des gens effectivement formés pour exécuter des mandats de services professionnels du côté copilote, du côté sécurité, en plus de tout ce qui est infrastructure comme service, et qui vont vous aider de la phase d'évaluation que je montrais tantôt, le proof of concept, les tests, etc., jusque dans la migration. Ils sont effectivement très occupés avec différents mandats présentement. Notre business Azure qui grossit passablement ces jours-ci. Je pense que ça fait le tour. On a encore quelques minutes. Je vais juste mentionner un mot rapide, en fait, sur, encore une fois, les services professionnels, la spécialisation Azure Virtual Desktop. J'ai mentionné brièvement au début. C'est une spécialisation qui n'est pas facile à atteindre avec Microsoft. Il faut faire la démonstration, il faut avoir réalisé des projets, il faut avoir un certain nombre d'individus certifiés, mais qui ont également des projets et montrer ce que ces projets-là ont accompli, des vrais projets avec des vrais clients. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des incitatifs financiers qui sont à votre disposition. Alors, dépendamment du profil, de la quantité, de la grosseur, dans le fond de l'environnement, Microsoft met à la disposition des partenaires des incitatifs financiers qu'on met à votre disposition. Donc, les coûts de services professionnels s'en trouvent d'autant réduits. Donc, si le coût de migration est un enjeu pour vous, c'est quelque chose pour lequel il existe des incitatifs justement pour éliminer cet obstacle-là. Alors, pourquoi ShareWeb? Je pense qu'on en a parlé pas mal, mais voilà, les options, l'expérience, la qualité du portefeuille, on n'est pas là pour vous vendre une solution, on a une série de scénarios potentiels pour vous aider. Alors, je vais laisser quand même quelques minutes pour les questions. Et si vous avez des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, mais qui sont dans le chat, on y répondra par courriel. Alors, je ne sais pas s'il y aurait des questions avant de terminer tout ça. Pour le moment, moi, ce que j'aimerais peut-être aussi préciser, c'est un petit peu comme tu mentionnais, si jamais vous avez un client ou vous-même avez un objectif de réaliser un projet, de déplacer vos propres machines virtuelles ou vos machines qui sont présentement on-prem vers le cloud, de notre côté, c'est vraiment l'approche qu'on veut faire. C'est toujours s'assurer que le produit qu'on va vous offrir est ce que vous avez besoin. On veut vraiment s'assurer que vous soyez heureux et que le produit et les services que vous allez avoir vont être exactement ce dont vous avez besoin sans avoir à pousser pour quelque chose que vous n'aurez pas besoin, que vous n'utiliserez pas. On veut vraiment avoir votre intérêt à cœur là-dessus. Donc, si on voit qu'une opportunité
est probablement mieux dans Azure, on va vous dire c'est probablement mieux d'aller vers Azure, sinon c'est probablement mieux d'aller vers Performance Cloud, ou même peut-être s'il y a une application tierce, comme on parlait tantôt de Wasabi, qui pourrait être une bonne option pour faire un combo entre du Performance Cloud et du Wasabi. On va toujours vous mentionner les options que vous avez sans avoir à vous dire voici exactement ce que vous devez acheter, sans vous donner de place à modifier cette estimation-là ou cet avis de service-là. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous désirez avoir, puis à nous de s'assurer qu'on vous offre la meilleure option ou les meilleures options pour faire votre décision. Merci Noah, je n'aurais pas pu mieux conclure. Il nous reste 1 minute ou deux. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, peut-être dernier avant que le marteau tombe, là, comme dans une enchère. Peut-être pas. Parfait. Ben, écoutez, tout ce que je veux mentionner, d'abord vous remercier. Merci Noah, merci à tous ceux qui ont participé. Et un court sondage qui vous sera proposé. Soyez à l'aise, bien apprécié si vous prenez 1 minute pour le remplir. Et je crois que ça termine, au fond, cette session. N'hésitez pas à nous poser des questions, évidemment, à travers d'autres canaux, le courriel ou autres, là, si vous avez des interrogations suite à cette présentation-là. Sinon, bien, j'aimerais vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée.